Nous allons vous présenter à deux voix le projet collectif de recherche sur les nécropoles de l'âge du fer dans le Cap Corse et le Nebbio. Ce projet collectif de recherche est porté par l'association Musée Méditerranée, qui est une association de professionnels en charge de la conservation et de la valorisation des collections patrimoniales des musées. Ce projet bénéficie du soutien du service régional de l'archéologie de la Drague de Corse et de la collectivité de Corse. Donc, ce projet collectif de recherche trouve son origine dans le projet de reconstituer la collection issue de la nécropole de Cagnano, découverte à l'aube du XXe siècle et rapidement dispersée dans plusieurs musées du continent ainsi qu'à Bastia, et de la documenter. S'agissant de mobilier issu d'une découverte ancienne, fortuite et dépourvu de tout contexte stratigraphique, c'est à partir de l'historiographie qu'il a été possible de redonner une identité à une collection muette et méconnue. Les recherches historiographiques ont réuni des archéologues, des conservateurs et des responsables de collection, ainsi que quelques particuliers. Ce travail s'est étendu au mobilier funéraire de l'âge du fer du Cap Corse et du Nebbio, découvert également sans contexte stratigraphique. Le croisement des données des archives et des inventaires de musées ont permis de préciser les circonstances de la découverte, de connaître la nature des objets, d'expliquer leur entrée dans les divers musées et de rechercher d'autres fonds potentiellement conservés dans d'autres musées ou dans des collections privées. Donc, ces travaux s'appuient sur l'inventaire exhaustif des objets, l'analyse des archives et diverses sources documentaires, les études typologiques et les analyses scientifiques dont Nicolas vous parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, le PCR a permis d'explorer les échanges entre les acteurs qui ont contribué à la conservation et à l'étude des mobiliers de Cagnano, qui va durablement être le premier site protohistorique de référence en Corse. Parmi les personnalités qui restent attachées à cette découverte, le docteur Jacques Agostini, que vous voyez sur la photographie assis, la photographie donc au-dessus, et tout à fait en haut. Alors, où est-ce que j'en suis ? Et alors également, parmi les autres, l'autre personnalité, Alfred Romagnoli, qui est un membre actif de la Société des sciences historiques et naturelles de Corse. Et donc, ces deux personnalités résident à Bastia au moment de la découverte. Et deux autres personnalités tiennent une place dans l'histoire de la nécropole de Cagnano, mais à des degrés différents. Ernest Chantre, qui est sous-directeur du musée de Lyon, protohistorien, auteur de 2 sommes sur l'âge du bronze et sur l'âge du fer, et qui va se charger d'étudier les mobiliers de Cagnano et de les publier dans un article de 12 pages en 1902. La seconde personne, Charles Emmanuel Forsyth Major, paléontologue. Plus tardivement, donc, en 1911, il collecte à son tour des objets à Cagnano, à Loury, à Valais-Calais, ces sites ayant été visités à diverses reprises. Jacques Agostini et Charles Forsyth Major sont à l'origine de l'entrée des collections dans plusieurs musées, c'est-à-dire de leur dispersion, mais de leur conservation néanmoins, bien que leur démarche ne soit pas la même. Jacques Agostini aspire à la conservation des collections et à la connaissance de l'archéologie de la Corse, après avoir manifesté un réel intérêt pour que le site soit fouillé scientifiquement. Il va ainsi contribuer à faciliter l'entrée des collections dans les musées. Les descendants de Jacques Agostini et d'Alfred Romagnoli ont mis à notre disposition des archives privées relatives à la découverte de Cagnano qui ont pu être exploitées pour retracer l'historiographie de la découverte et de la manière dont la collection a pu être étudiée. Ces archives comprennent une série de dessins réalisés par Alfred Romagnoli en décembre 1900, mais qui ne seront publiés qu'en 1912. C'est la planche qui est complètement sur la gauche. Également, une série de courriers rédigés par le docteur Agostini à l'attention donc d'Ernest Chantre,
daté du 21 février, pardon, dont un des courriers daté du 21 février 1901 relate les circonstances de la découverte et comprend quelques dessins. C'est l'image qui est sur la droite. Et lorsque Chantre fait étudie les collections en 1901, il les fait dessiner pour illustrer l'article qu'il publie en 1902. Et ce sont les dessins, les 3 planches de dessin qui figurent dans l'article d'Ernest Chantre, qui vont rester longtemps la seule source documentaire jusqu'au travail de thèse réalisé par Marine Lechenot en 2010, si mes souvenirs sont bons. Par contre, nous n'avons aucune photographie connue pour cette période 1900, 1901 et 1902, ni du site de la découverte, ni des objets. Et la seule photographie connue correspond à la vitrine de la salle d'anthropologie du Muséum de Lyon, où les collections de Cagnano sont exposées, ainsi qu'avec les vestiges de 2 autres sépultures protohistoriques fouillées par Ernest Chantre, une sépulture provenant de Koban, en Russie, et l'autre de Peyrehaute, dans les Hautes-Alpes. Le muséum, cette vue du muséum est une vue qui est datée entre 1903 et 1914. 1903, c'est la date de l'achat des collections par le Muséum de Lyon. Et 1914, le musée change de localisation. Alors, les archives. Dans son article en 1902, Ernest Chantre évoque les conditions d'acquisition des collections auprès du propriétaire. Et il signale que ce propriétaire en attend un prix trop élevé pour qu'il puisse les acquérir pour les musées. Or, nous avons trouvé, les descendants de Jacques Agostini ont mis à notre disposition 2 reçus, 2 documents qui rendent compte du rôle de Jacques Agostini dans l'achat par la ville de Lyon, donc par Ernest Chantre, de l'achat des collections auprès du propriétaire et auprès du carrier. Je présente ces documents pour insister sur l'importance des archives privées, parce que les musées n'ont pratiquement aucune source d'information sur ces collections-là. Ensuite, on a évoqué tout à l'heure Forsyth Major, qui lui n'a laissé aucune publication sur ses recherches. Il ne publie aucun dessin et après son décès, ses enfants vont vendre les collections auprès d'un certain nombre de musées. Et en ce qui concerne les collections de proto-histoire corse, celles de Cagnano, de Loury et de Vallée-Calais, elles sont aujourd'hui conservées au musée d'archéologie nationale de Florence. Et il n'y a que très très peu de documentation. Nous avons retrouvé 3-4 pages d'informations. Alors, outre les recherches historiographiques qui permettent de documenter les collections, nous, dans les musées, nous travaillons pour documenter les collections et constituer des dossiers d'œuvres, mais nous nous attachons bien évidemment à travailler sur les objets. Et là, cet exemple, c'est les collections du musée de Marseille, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Et les objets étaient concrétionnés et corrodés de façon plus ou moins prononcée. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de lire correctement, la surface des objets n'était pas lisible. Afin de permettre aux archéologues de faire une bonne étude, nous avons procédé, les musées de Lyon, de Marseille notamment, à un certain nombre d'opérations de nettoyage de surface et éventuellement de nettoyage de produits de corrosion, de manière à permettre leur étude. Mais en ce moment, nous sommes également en train de procéder à des études combinées d'analyse des produits de corrosion et de dégagement des surfaces pour vérifier si éventuellement, dans les produits de corrosion, il y aurait des résidus de matières organiques, ce qui permettrait éventuellement de donner des informations sur les conditions de positionnement des objets dans les sépultures. Peut-être pas des inhumations d'ailleurs. Pour Cagnano, oui, parce qu'il y avait des ossements qui étaient retrouvés. Pardon. Alors, ce dernier visuel pour dire que rappelez que c'est un projet collectif de recherche et qui réunit un certain nombre de musées.
Donc j'ai cité Lyon, j'ai cité Marseille, j'ai cité Bastia, Bagnols-sur-Cèze, où se trouvent des collections de Cagnano, Florence, mais également, les musées de Corse avec mes collègues qui sont ici présentes, le musée de Sartène, le musée, d'Aléria, de Mariana, j'ai peur d'oublier, de Bastia, de Lévis, mais également Cambridge et le British Museum. Et en fait, ce projet n'est pas uniquement un aboutissement. Enfin, bien sûr, nous allons proposer une publication qui montrera l'aboutissement des travaux effectués, mais je pense que ça sera aussi le début de travaux à venir et nous espérons pouvoir trouver d'autres lieux de conservation chez des privés ou et dans d'autres musées. Alors, j'ai peut-être dû dépasser mon temps de parole. 30 secondes. Alors, sur ce montage photographique, sont réunis un vrac d'objets provenant de divers musées, dont ceux de Florence, de Cambridge, de Bastia et d'autres. Ce vrac est destiné à montrer que ces objets échappent à toute stratigraphie et ne sont pas reliés à une entité archéologique propre. D'autre part, l'association entre eux et leur fonctionnalité n'est pas assurée. La moitié des objets ne sont pas cadrés chronologiquement et ils se développent depuis le IXe siècle jusqu'au IIIe siècle avant notre ère. Donc, pour donner du sens à ces objets, un certain nombre d'archéologues se sont associés à ce projet de façon à étudier chacun leur spécialité, ces lots d'objets qui représentent 2000 items dans la base de données que nous avons constituée. Un petit mot généraliste sur les nécropoles de la Corse. Pendant la protohistoire, les chercheurs, depuis tout un moment, ont constaté que les sépultures étaient disposées sur des tables protégées par des murets ou des pierres posées de champ, dans des abris sous roches, dans lesquels les sujets étaient plus ou moins incinérés. À droite, vous voyez le site de Valécal et le chaos rocheux tombé du porche, à l'intérieur desquels Jacques Magdelaine, Jean-Claude Ottaviani et Alex Milleri ont fait les dernières fouilles et publications en 2003, je pense. Kevin Pech-Kilikini a assuré l'étude céramologique des objets après la publication précédente. Il a étudié les 2267 tessons. Il a réuni en 23 planches les 185 dessins qu'il a faits et recadré dans une chronologie double, puisque la moitié des sujets sont du XVIIIe au XIVe siècle avant notre ère, âge du bronze, et le deuxième, principalement dans la deuxième partie de l'âge du fer. J'ajoute à ce sujet que nous avons tenté des analyses chimiques sur les céramiques qui ont révélé des traces de graisse, de différentes graisses et de laitage. On avait préalablement fait étudier sur la louche de Cagnano des résidus de consommation qui avaient révélé diverses molécules, montrant qu'on avait là affaire à une espèce de ragoût cuit dans du vin rouge et accompagné de fruits du genre poire. Les études sur les perles ont été conduites par Juliette Chauvet, qui a constaté notamment que les produits de fusion sont collés aux ossements, donnant une indication sur éventuellement les incinérations, qui posent un problème. Donc, elle a serré l'ensemble des perles, classées par genre, et elle a ensuite fait des tableaux de fonctionnalité et de fabrication des perles, par type et par décor. Jean Graziani s'est occupé de rassembler dans les livres et parmi les collections privées et publiques l'ensemble des poignards connus en Corse
qui ont la particularité d'avoir tous le même manche et le même pommeau, décoré de bobines. Leur particularité est de posséder des lames soit en bronze, soit en fer, qui les situent forcément à un passage entre l'âge du bronze et l'âge du fer qui nous intéresse. Si le dépôt de la Gravona était bien authentique, on note que l'agrafe à gauche du poignard possède le même type de bobine que le poignard, et la chronologie serait donnée par la fibule Navicella qui remonte au début du 7e siècle environ. Alors, l'étude du mobilier a été l'objet d'une base de données de façon à restituer un catalogue raisonné de 2000 objets. Sont classés dans la partie gauche les ensembles traités. Un clic sur chaque objet renvoie à un sous-ensemble d'objets typologiques, lesquels renvoient aux notices catalographiques. Ces notices sont constituées de renseignements de localisation, de numéros d'inventaire, et également de photographies prises en point de vue à mise au point rapproché, en focus taking, de façon à pouvoir visualiser correctement jusqu'aux grainetti qui apparaissent au premier plan et au dernier plan, sur l'intérieur du bracelet, des séries d'ocelles. J'ai rajouté sur la droite de l'appareil une petite cupule de 2 cm de large, dont je vais dire un mot maintenant. Ces cupules représentent 50% des objets de Valécal et de Cagnano, sont détachés de toute chronologie, et on en trouve que les plus petits morceaux reliés par des maillons. En bas, vous voyez l'évolution des diamètres de 5 mm à 35 mm. On les trouve fréquemment reliés à des tubes lisses ou des tubes torsadés, mais sans fonctionnalité et sans lien précis. On trouve les mêmes en Moravie, en Tchéquie, et également dans les Pyrénées, en laine et sur d'autres sites où ils sont datés de l'âge du bronze, parce qu'à l'époque, c'était le commandant Béguin, je crois, qui avait trouvé dans des déblais de fouilles d'un site paléolithique ces objets assemblés entre eux. Et comme il y avait une hache plate qui traînait là, il datait ça du XIIIe siècle. Mais à Cauban, que citait tout à l'heure Béatrice, Ernest Chant a fouillé 9 sépultures sur ce gisement qui ont montré ces objets assemblés, soit sur un torse, soit sur un bonnet où ils étaient cousus, ces 3 objets, ainsi que autour du cou en collier et à la ceinture. Ce qui nous donne une indication. Ces objets sont datés à Cauban entre le 9e et le 7e siècle. Et à Aléria, une douzaine de ces cupules ont été trouvées dans la tombe 74, datée de la fin du IVe siècle. Donc, cette chronologie nous pose un problème puisque la durée de vie de tous ces éléments s'étend terriblement. Et nous allons donc revoir ce schéma chronologique en faisant des fuseaux de chronologie propres à prendre en compte le doute sur les dates, puisqu'on voit d'autre part que le disque perforé à rebord ourlé et celui-ci existe également, ou était prétendument du 8e siècle, sont trouvés aussi dans des tombes d'Aléria, datées du 4e siècle. Donc nous allons prendre en compte ce doute dans la construction de la chronologie. Je vous remercie.